Le plafond de verre, expression des années 70 pour désigner les obstacles qui empêchent les femmes d'atteindre des postes de décision, est fissuré, mais loin d'être encore en 1000 morceaux. Mais pourquoi résiste-t-il? Quel est le marteau qui manque? Quelles sont les pistes les plus actuelles pour que ce plafond de verre soit complètement brisé? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Femme politique, engagée depuis de nombreuses années dans les arènes de son pays, Mamy Kankou s'investit aussi dans l'amélioration des vies des classes défavorisées de la République démocratique du Congo. À travers les organisations Don't Cry et Congo Fort, elle fait ses preuves et nous en parlera. Ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de ce Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons femmes et du syndrome plafond de verre qui limite les femmes dans leur carrière. Et ce sera en compagnie de Mamy Kankou, femme politique et activiste des droits des femmes, luttant contre l'injustice et violence basées sur le genre. Elle nous parlera donc de son parcours, de ses ambitions, de son combat. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage qui, lui, fait un coup de projecteur sur la notion du plafond de verre. Suivez. Expression américaine de la fin des années 70, la notion de plafond de verre renvoie au fait que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Résultat, elles sont en grande partie absentes du sommet de la hiérarchie. À noter que les femmes se heurtent au plafond de verre, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique, mais également dans bien d'autres domaines, à savoir syndicats, fédérations patronales, ONG, autorités académiques, partis politiques, etc. La compétence ne peut être mise en cause puisque les filles obtiennent des meilleurs résultats scolaires que les garçons et sont donc très qualifiées. Leurs aptitudes managériales sont en principe incontestables. En outre, plusieurs études montrent l'intérêt économique de la diversité de genre. Autre difficulté à appréhender le plafond de verre dans notre société, c'est l'idée de réussite fondée sur le préjugé que d'une part, l'égalité des chances est bien réelle et que d'autre part, seul le mérite permet de progresser. Ce constat remet en cause la conception selon laquelle le mérite détermine la promotion dans des organisations qui sont pourtant fondées sur ce principe. Pour expliquer l'existence de ce plafond de verre, il faut notamment se pencher sur la façon dont les compétences des femmes sont perçues. Une étude menée en novembre 2018 par Action Femmes qui démontre que pour un poste au contenu dense et très technique, une femme a 33% des chances de moins qu'un homme d'être invité à passer un entretien d'embauche, alors que lorsqu'il s'agit d'un poste de gestion des équipes où les qualités humaines sont valorisées, leurs chances d'être convoquées à un entretien d'embauche sont équivalentes à celles des hommes. Il faut aussi interroger le comportement des femmes elles-mêmes dont l'appétence pour l'autocensure n'est pas une légende. Ainsi, pour mettre fin au plafond de verre, il est important de promouvoir proactivement les femmes afin de contrer leur tendance à moins affirmer leur ambition en créant des viviers des femmes à potentiel, leur proposer des formations spécifiques comme le marketing de soi, la création des réseaux féminins dans les entreprises et pour chaque poste ouvert en management, s'assurer de la présence des candidatures féminines. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce programme féminin Paroles des femmes dans la rubrique Rencontre qui nous permet justement de recevoir notre invité ce soir. Comme nous l'annoncions il y a un instant, nous recevrons donc sur ce plateau une dame qui est militante. Elle lutte contre l'injustice. Elle est également politiquement engagée ici en RDC. Mamy Kankou reviendra donc sur son parcours de combattante de première heure et bien sûr nous parlera aussi pourquoi pas de ce syndrome qui est le plafond de verre qui limite les femmes dans leur carrière. Bonsoir Madame Mamy. Bonsoir Madame Nancy. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est la première fois. La première fois d'être digitale. Comment allez-vous? Ça va très bien, la grâce à J, on est là, ça va. Ok. Mamy Kankou, l'on vous qualifie de femme partisane de la paix, l'on vous qualifie de dame de fer,
femme prolifique, partisane, autant de qualificatifs qui vous pèsent. Comment vous définissez-vous personnellement? Bon, je me définis comme femme partisane de la paix. Cette femme qui veut apporter un plus pour le développement de son pays, que je ne passe pas sous ce soleil inaperçu. J'aimerais apporter quelque chose quand je le peux, comme je le pourrais, contribuer quand même à la bonne éducation, à la stabilité de la vie sociale. J'aimerais quand même apporter quelque chose, que je ne sois pas une simple actrice, regarder les autres faire. J'aimerais apporter la main à la pâte, contribuer et qu'ensemble, nous puissions améliorer les conditions de vie de mon pays et surtout politiquement, à ce que le Congo soit aussi dans le concert des nations. Absolument. C'est depuis votre tendre enfance que vous rêvez de devenir une femme politique très active. D'ailleurs, vous avez très bien commencé, parce que ça a été un très bon départ. Mais dans quel environnement aviez-vous grandi? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont influencé de près ou de loin pour devenir une femme politiquement active? Bon. Entendre ma mère, elle m'a toujours dit que j'ai toujours pris la position pour les personnes faibles. Dans la famille, depuis toute petite, quand j'ai un sujet, je les défends jusqu'à faire valoir mes idées. Alors à un moment, mes parents me disaient que je serais une femme politique, mais la chose que j'ai toujours refusée. Je disais non, dans le monde politique, il y a tellement de mensonges et que je hais le mensonge. Voilà. C'est vrai que nous ne sommes pas de personnes parfaites, mais il y a des défauts que chacun de nous rejette complètement dans sa vie. Et moi, c'est le mensonge. C'est vrai que j'ai menti quelquefois, mais ça ne me colle pas à la peau, je hais le mensonge. Alors moi, je me disais, la politique est égale au mensonge. Et ma mère ne cessait de me répéter que tu feras la politique. Tu seras comme le grande femme là que nous voyons à la télé. Alors moi, je me disais peut-être que je ferais le droit, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le droit. Mais je crois que c'est, je dirais, le destin, c'est ce que Dieu a voulu que je fasse sous ce soleil. Et je me retrouve dans ce monde, dans ces sphères politiques et tout. Est-elle toujours vivante, votre mère? Pardon? Est-elle toujours vivante, oui, elle est toujours vivante, et que pense-t-elle de ce que vous faites? Elle me dit oui, elle avait tapé juste, elle avait bien vu. Elle m'accompagne dans ce que j'ai fait. Vraiment, elle est avec moi, elle m'accompagne, elle me soutient. Mamie Kankou, vous êtes titulaire d'une licence en sciences de l'information et de la communication. Également, vous détenez un certificat en anglais, ainsi que plusieurs brevets en leadership féminin, histoire donc de bien retenir ou encore de bien comprendre les rudiments, les rouages pour bien défendre la femme congolaise, lutter contre l'injustice justement. Alors, quels sont les bénéfices de ces différentes formations? Le premier grand bénéfice est d'abord que je suis qualifiée aujourd'hui. Donc, parce que comme nous luttons pour les genres, nous voulons que les femmes soient bien positionnées et ces femmes doivent être qualifiées. Tu ne peux pas vouloir bénéficier d'un poste, d'une élévation simplement parce que tu es femme. Nous voulons qu'on puisse placer, donner des responsabilités aux femmes qualifiées. Donc pour ce fait, je suis la première bénéficiaire parce que j'ai donné mon temps à apprendre, à étudier, parce qu'il faudrait développer les capacités naturelles que Dieu a déposées en nous. Et pour ce faire, il faudrait suivre de formations, aller à l'université s'il est faut, si vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas de l'occasion qui vous permette d'aller à l'université, formez-vous à travers les mouvements associatifs qui renforcent les capacités de femmes. Et vraiment, j'ai profité de cela par rapport à ce que j'ai fait. Comme je suis dans le mouvement associatif, on vous apprend comment former, à comment parler, à comment appréhender les situations. Alors je crois que toutes ces formations sont des atouts pour moi, pour être à même de répondre très bien aux responsabilités qui sont les miennes. Vous militez depuis plusieurs années pour la représentation des femmes, que ce soit en politique ou dans le monde des affaires. Alors, quel bénéfice aussi, faut dire mieux? Comment est-ce que vous faites pour justement que cette femme soit représentée positivement dans tous les domaines de la vie? Comment faites-vous pour y arriver en termes de stratégie?
Bon, en termes de stratégie, je dirais que c'est pas encore suffisant parce que nous voyons quand même le quota insuffisant de femmes à tous les niveaux, que ce soit dans les entreprises, dans la politique, dans tous les milieux. Mais ce que moi je pourrais dire, il faudrait quand même qu'il y ait des mesures incitatives pour pousser le responsable politique dans les entreprises à placer les femmes. C'est vrai que sur le code pénal, il n'y a pas de sanctions prévues comme telles pour les gens qui ne placent pas, qui ne respectent pas le genre. Mais je crois que par des initiatives, par des mesures incitatives telles que si vous voulez bénéficier de subventions auprès du gouvernement, auprès des organismes internationaux, qu'on puisse exiger la représentativité de la femme. Je crois que ces mesures pourront emmener les hommes à mettre les femmes dans les milieux politiques, dans le parti politique. Par exemple, la CENI doit imposer à ce qu'il y ait de femmes 50-50. Cela a amené le parti politique à placer les femmes et cela à rechercher même les femmes dans leur milieu parce qu'il y a des femmes vraiment compétentes que nous découvrons chaque jour. Dernièrement, je viens de suivre une formation sur la fabrication des pavés à base de déchets plastiques. Je rencontrais une femme, je lui dis mais pourquoi tu ne fais pas la politique? Nous, elle craint la politique. Donc les hommes politiques peuvent même par eux-mêmes, s'ils ont la volonté de promouvoir le genre, de rechercher ces femmes-là, de les positionner. Ce sont des femmes capables qui travaillent depuis des années dans les milieux sociaux. Ils maîtrisent le vrai besoin de la communauté. Et ce sont des femmes qui sont dans les plaidoyers, ce sont des femmes qui sont dans la recherche de financement. De placer ces femmes dans le parti politique, nous aurons des femmes qualifiées et qui pourront apporter quelque chose, tout ça donc pour le bien commun et de tout le pays. Vraiment, moi j'aimerais que le mouvement qui existe, qui défend la position de la femme au sein de la société, nous devons voir des stratégies maintenant imposant les acteurs politiques et sociaux à compter avec les femmes parce qu'on ne peut pas parler de développement social, économique sans l'implication de la femme. Et que dire, madame, à toutes ces femmes, pour toutes ces femmes qui, au lieu de s'engager en politique, préfèrent aller dans les ONG parce qu'elle se dit que sûrement de l'autre côté, c'est un terrain glissant, vaut mieux aller dans le monde des ONG pour essayer de voir comment faire pour justement contribuer au développement. C'est aussi une bonne chose parce que dans les ONG, ce sont des femmes préparées. Moi, j'ai commencé dans les ONG. J'ai même commencé à l'église. Vous voyez, c'est toujours préparé. Comme nous, le chrétien, on le dit, Dieu prépare toujours. Dieu a préparé le roi David. Et quand il est devenu roi, il a su assumer ses responsabilités, à défier Goliath, parce qu'il a été préparé en secret. Ces femmes qui sont dans le mouvement associatif sont des femmes préparées. Mais c'est à nous qui sommes déjà dans la politique à aller vers elles, à faire comprendre à ces femmes que leurs atouts peuvent vraiment contribuer à défendre la position de la femme et même à réussir finalement la représentativité de la femme dans tous les milieux socio-économiques, politiques. Et quelle est votre plus grande fierté? Aujourd'hui, ma plus grande fierté, je dirais, voir Madame Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale. C'est une dame avec beaucoup de compétences. Et quand vous voyez comment elle défend, comment elle se maintient, sa posture, comment elle défend ses valeurs, c'est vraiment une fierté pour toutes les femmes congolaises. Par là, nous disons merci parce qu'elle est un choix du FCC, du FCC. Ça, il faudrait quand même être reconnaissant pour ce choix-là. Nous disons merci à l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila, et tous ceux qui l'ont accompagné pour ce choix-là. Vraiment, c'est une fierté pour la femme congolaise. Une véritable fierté, mais nous constatons sur terrain que la femme congolaise a du mal à briser le plafond de verre. On remarque qu'il faut vraiment beaucoup d'efforts pour qu'elle puisse atteindre, ne fût-ce que pas le sommet, mais atteindre un poste de responsabilité. À qui revient justement cette responsabilité? Est-ce à la femme elle-même? Tout à l'heure, vous parliez des présidents ou des chefs des partis politiques qui doivent aussi booster la femme, l'aider justement à être beaucoup plus participative. Mais que dire de la responsabilité de la femme elle-même? La première et grande responsabilité, c'est d'abord les traditions, nos traditions, qui ont amené l'homme à croire que la femme doit se limiter à certaines tâches de la vie, entre autres ménagères. Alors ce carcan n'est pas aussi facile à s'en sortir. Et moi, je pense que la femme elle-même aussi, elle est un frein. Pourquoi? D'où elle est venue.
Dans nos familles, on doit éduquer déjà la jeune femme dès le bas âge. Et je pourrais même ajouter qu'il faudrait mettre en place de programmes d'éducation à l'école pour amener cette jeune femme demain à s'assumer et à assumer ses responsabilités sans toujours accepter de subir la domination de l'homme. Parce que ça va de notre tradition. On pense que la femme ne peut pas faire ce que l'homme peut faire. Mais aujourd'hui, mais quand nous parlons de l'égalité de la femme et de l'homme, c'est dans les droits socio-économiques. Il ne faut pas penser que la nature ferait que la femme soit égale à l'homme. Ça, jamais. Mais parce qu'il y a des choses aujourd'hui, même dans les milieux sportifs, une femme qui joue au football n'a pas le même... la même carrure, les mêmes conditions physiques non, que l'homme. Donc vous voyez, quelque part, la nature a su faire ses limites. Mais dans les niveaux intellectuels, parce que nous avons étudié, toi et moi, nous avons battu combien d'hommes? Nous étions de première, de deuxième, troisième de la classe, il y avait de garçons. Mais sur le plan intellectuel, on a vu que la femme est aussi capable que l'homme. Petit à petit, on doit dire à cette femme-là qu'elle a des capacités intellectuelles pour rivaliser de manière positive l'homme et concourir ensemble, être compétitive dans la société. La femme, on doit vraiment lui intérioriser cela. La femme elle peut être un frein. Par rapport au plafond de verre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme je vais encore me répéter, c'est d'abord la tradition, l'éducation reçue dans nos familles. Il y a des hommes féministes qui défendent les femmes. Il y a de familles où tu ne vois que de femmes, de filles n'ont pas eu de garçons. Et cet homme-là ne va pas défendre les femmes parce qu'il a toute une lycée chez lui à la maison. Et ces femmes, ces filles-là qu'il fait étudier, qui dépensent de l'argent, de l'énergie pour l'éducation, tant sociale, intellectuelle et autres. Cet homme-là accepterait que sa femme soit limitée parce que la tradition d'antan a fait que la femme soit réduite au ménage. Non. Donc nous pensons que l'éducation doit commencer à la maison. La civilisation n'est pas venue réduire à néant nos traditions, mais les améliorer. Comme j'ai dit, le combat pour l'égalité, c'est dans les droits économiques, socio-économiques, mais pas dans le ménage. Parce que dans le ménage, il y a des femmes qui acceptent qu'elle puisse faire le ménage, elle prend du goût, du plaisir, la joie de servir son mari. Là, vous n'allez pas amener vos droits et tout dans leur ménage, c'est le choix de la femme. Mais seulement dans les milieux de travail, à l'école, partout politique, la femme doit se comporter vraiment comme un vis-à-vis de l'homme. Ils doivent marcher ensemble, ils doivent être compétitifs et pour mériter sa place par rapport à ses compétences. Et sur terrain, on constate que la femme est elle-même l'auteur de cet obstacle. Elle s'auto-limite elle-même, raison pour laquelle dans certaines entreprises, les hommes réfléchissent par 2 fois avant d'engager une femme. Lorsqu'ils pensent à la maternité, ce serait déjà un frein avec le congé de maternité. Alors ce problème de retard, elles arrivent toujours en retard au travail parce qu'elles doivent s'occuper avant tout des enfants. Autant des freins qui contribuent aussi au régressement de la femme sur le marché de l'emploi. Alors que dire à cette femme qui est une femme active, mais également femme au foyer? Comment doit-elle faire la part des choses pour avancer? La femme qui accepte de travailler, sachant qu'elle est femme au foyer, elle doit savoir organiser sa maison par rapport à son travail à la maison. Elle ne peut ni négliger sa maison, non plus son travail. À la maison, on a besoin de lui. Et au bureau, on a besoin de son rendement. Donc, c'est à elle qui a accepté toutes ces charges, d'être à même de répondre aussi à ces charges, qu'elle ne soit pas un frein pour l'un ni pour l'autre. À la maison, elle doit être capable. Parce que la femme, on dit, l'avenir de demain, c'est la femme, parce que c'est la femme qui éduque la nation. Une femme qui est tout le temps absente à la maison, comment vas-tu éduquer tes enfants? Si tu acceptes de travailler, tu dois savoir aussi que ta progéniture dépend de toi. Et la société de demain a besoin de tes enfants. Tu ne peux en aucun cas négliger tes enfants. Moi, j'ai un temps, je te dis, j'ai un temps d'éduquer mes enfants. Ça, c'est une chose que je ne peux pas négliger. Parce que ma paix dans ma vieillesse dépend de l'éducation donnée à mes enfants. Si tu as des enfants mal éduqués, tu seras tout le temps dans les tribunaux, cours et tribunaux, on t'appelle par-ci, par-là, dans le quartier. Ce sont de Koulouna, des enfants en problème. Alors, ça va même pour ta paix.
Donc tu dois bien éduquer tes enfants pour vivre en paix et être en paix. On ne peut pas négliger ses enfants au nom du travail. Comme non plus, on ne peut pas négliger le travail au nom des enfants. Parce que là au travail, combien de familles attendent ton rendement pour espérer quelque chose? Être en retard, ce ne sont pas que les femmes qui viennent en retard au service, c'est aussi les hommes qui viennent en retard. Tu vois, donc la femme c'est comme si le retard de l'homme est toléré, mais pas celui de la femme. Non, c'est un peu ça. La femme doit conditionner son milieu de travail pour atteindre ses objectifs. Être une bonne mère, c'est-à-dire que tu as donné une bonne éducation à tes enfants. La réussite des enfants ne réside pas seulement à ce qu'ils soient de ministres, non. Mais ce sont tes enfants qui ne t'apporteront, qui ne vont jamais enlever ta paix. C'est ça la réussite et le succès. Les enfants dans les milieux sociaux sont des enfants qui bénissent, que les autres bénissent. Et la bénédiction, la gloire, la couronne reviendra aux parents. Vous voyez, et dans les milieux de travail et tout, c'est pareil. Nous devons être rentables à tous les niveaux. Revenons à vous, Mamie Kankou, et reparlons justement de cet engagement dans le monde associatif. Depuis quand exactement êtes-vous dans le milieu? Bon, dans les milieux, je dirais depuis longtemps, parce que quand on parle l'église, c'est un peu de mouvement associatif. Oui. J'ai longuement travaillé à l'église au Rocher à l'Est Maman Mobutu. Je salue toujours mes encadreurs parce qu'ils m'ont vraiment formé dans l'évangélisation. Quand je fais bien mon travail sur le terrain, c'est par rapport à la formation d'évangélisation reçue à l'église. Là, j'ai dit merci au pasteur Dédé Kikavanga, qui n'est plus du Rocher, mais qui m'a vraiment poussé pour que je puisse suivre cette formation. Tous ceux-là qui m'ont encadré. Et puis, par après, il y avait une situation. Quand j'ai décidé de créer le mouvement associatif, j'avais ma belle-sœur qui est une fille mère, qui a eu un garçon et la belle famille n'a pas voulu d'elle. Dans la famille, on a commencé à un peu condamner qu'elle était une honte pour la famille. Je me suis dit non, je dois accompagner cette fille. Et quand elle a accouché, son fils avait un problème au niveau du cou. Et ici au Congo, on avait dit qu'il ne pouvait pas guérir de cette maladie. Alors c'était un combat pour moi. En tant qu'un enfant de Dieu, j'ai dit à Dieu, si cet enfant guérit, c'est un signe que je dois persévérer dans ce que je vais entreprendre. Et on a vraiment fait des démarches, bon, je ne vais pas tout raconter ici sur le plateau, mais aujourd'hui, l'enfant est en Afrique du Sud. À l'époque, il avait moins d'une année. Aujourd'hui, il a 10 ans, il est en Afrique du Sud et il vit en bonne santé, il étudie. Donc pour moi, c'est ça qui m'a motivé. Même si c'était en moi, cela m'a motivé à travailler dans le mouvement associatif, venir en aide à ceux qui n'ont pas le moyen. Et c'est depuis 2007 que j'ai créé la première organisation Don't Cry, qui veut tout simplement dire Tika Kolela. Il y a des gens qui pleurent, qui n'ont pas seulement directement besoin de finances, mais qui ont besoin de l'affection, que quelqu'un soit d'une oreille attentive, ça apporte, ça soulage. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans ce mouvement. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs cas et plusieurs connaissances qui sont très utiles aujourd'hui pour moi. Et quel sens donnez-vous à cet engagement? Le sens que je donnerais à cet engagement est que c'est toujours une bonne chose d'être là pour les autres. C'est toujours une très bonne chose d'être là pour les autres parce qu'il y aura encore des gens qui seront là aussi pour toi. La nature est tellement vraie, complexe que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Quand tu sèmes l'oreille attentive pour les autres, toi tu ne manqueras jamais d'oreille attentive dans ta vie. Ni tes enfants d'ailleurs. Ni mes enfants, et de génération en génération. Voilà. Et quelles sont les difficultés les plus régulières que vous rencontrez, que vous avez pu rencontrer dès le début et qui de plus en plus se font régulières? Les préjugés. Nous sommes stéréotypés. Quand on te voit et directement on dit que celle-là, non, celle-là, vous voyez, facilement les gens vous stéréotypent, parlent négativement de vous, ne vous connaissant pas rien de vous, mais ils se permettent quand même de raconter n'importe quoi. Et là, c'est un combat de tous les jours. Quand tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux, tu vas foncer pour atteindre tes objectifs. Est-ce parfois décourageant? Oui, je vous jure, c'est décourageant. Des fois, c'est pas facile. Des fois, on se décourage. Même dans ces milieux politiques, à un moment, je m'étais découragée. Je me suis dit que je me relance complètement de mon mouvement associatif. Mais comme tu es déjà dans les milieux, il y a des gens qui te contactent, qui ont besoin de toi, même la base. Dit que non, maman, mamie, tu n'as pas encore
atteint certains autres objectifs, tu dois encore être dans ces milieux. Et on est là, on continue, on se dit, bon, on est là pour le Congo. Et parlons à présent de Don't Cry, qui est donc cette première structure que vous avez mise sur pied depuis 2007 et qui continue à tenir et faire beaucoup d'actions sur le terrain. Rappelez-nous un peu les objectifs, c'est-à-dire votre plan d'action. C'est vrai, vous luttez contre l'injustice, vous venez en aide aux personnes les plus démunies. Alors, comment faites-vous justement pour venir en aide à cette catégorie des personnes? Nous passons par de formations. Il y a un centre ici, Ansidel, qui est votre voisin. Ah, d'accord. J'ai eu plus de 10 brevets là-bas. Ils m'ont accompagné. J'ai été leur partenaire de mise en œuvre. C'est allemand, hein? C'est allemand, c'est pour les Allemands. J'ai dit merci aux Allemands qui m'ont formé, même aux Américains. J'ai des diplômes, des brevets reçus par le financement de USAID, PEFAR, Provic, Taïfi. Je viens ici être reconnaissante, leur dire un grand merci. Et qu'est-ce qu'on disait encore? Oui, les objectifs, le plan d'action de Don't Cry. En fait, le plus grand objectif, il faudrait le dire, c'était d'abord venir en aide aux filles mères. Par rapport à l'histoire. C'est ça le départ, hein? Oui. Vraiment. Et puis, chemin faisant, tu remarques qu'il y a plusieurs besoins, d'autres besoins. Et ça sur le plan environnement, ça s'agrandit. Sur le plan environnement, santé. Par exemple, j'ai suivi une formation sur la communauté championne avec USAID. Comment rendre une communauté championne? Oui, c'est par rapport aux besoins. Et là, j'ai suivi la formation. C'est toujours un atout pour donner des analyses. C'est vraiment une approche, je vous dis. Si même le président actuel, le nouveau gouvernement pouvait l'appliquer, ça va vite développer d'une manière ou d'une autre nos milieux ruraux, même ici dans la ville. Donc, ce sont des formations que nous avons reçues dans le parcours. Le premier grand objectif, c'était d'aider les filles mères. Pourquoi aider les filles mères? Généralement, une jeune fille, lorsqu'elle a un enfant, vous voyez comment sa vie est très limitée si sa famille l'a rejetée. Et ça sera des enfants continuellement, elle va rajouter des enfants. Alors moi, dans ma tête, c'était de créer un centre, ce qui n'est pas encore fait. Mais je crois que si Dieu continue à me donner le souffle de vie et puis des opportunités, nous arriverons à le faire. Créer des centres pour former ces filles mères-là qui n'ont pas de formation, surtout les plus démunies. Et vous prenez soin de leurs enfants aussi. Parce que des fois, elles ne savent pas qui remettre leurs enfants pour continuer les études. Elle devient là un peu, cette situation la condamne et limite automatiquement sa vie. Ces centres pourraient faire que tu viens avec ton enfant, la maman est formée et nous prenons en charge aussi l'enfant, de manière que la fille puisse toujours espérer atteindre les objectifs qu'elle s'était assignés lorsqu'elle était encore jeune, enfant et tout. Et avec qui travaillez-vous justement pour arriver à votre vision? C'est vrai que c'est un grand travail que vous effectuez sur le terrain, venir en aide aux personnes les plus démunies, les filles mères. Vous allez même plus loin en essayant de prendre soin de l'environnement aussi. Avec qui travaillez-vous justement pour arriver à vos fins? Nous travaillons avec deux partenaires. D'abord, nous avons un bureau. J'ai un bureau de jeunes gens, filles, garçons, des mamans, de papas qui m'ont accompagné depuis qu'ils sont au parfum de ce que j'ai fait, des gens qui me suivent, qui me soutiennent. Et pour réaliser nos projets, il faudrait des financements. À un moment, j'ai travaillé, comme j'ai cité, avec Ansidel, KDA, je travaille avec Provic, Taïfi et PEFAR, USAID. Là, nous avons bénéficié de financement parce qu'il y a une grande avenue à Matadi-Kibala qu'on appelle Senga, que nous avons réhabilité, arrangé, il y avait beaucoup de frais engagés. C'était avec l'USAID. Il y avait un concours, ça je dois quand même raconter cette histoire. Parce que les gens pensent qu'on est directement payé lorsque nous rendons service, non. Comment cette avenue a bénéficié de ces financements? Il nous a été demandé de parler, de sensibiliser sur les sida. Là, nous sommes maintenant dans la santé. De parler, d'encourager, d'arrêter, de stigmatiser les personnes vivant avec le VIH. Alors, il fallait sensibiliser au moins 15 000 personnes, si je n'ai pas oublié. Alors, mon ONG était aussi en compétition avec les autres. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied et nous, on avait gagné. Il fallait atteindre 15 000, il y avait un délai. Et mon ONG, on était sous le soleil tous les jours. Wow. C'est facile à dire, mais je dis ce n'était pas à parler, mais ce n'était pas facile à le faire. On était sous le soleil, tu viens en bouche, tu rentres vraiment toute sale, poussière, tu attrapes même la grippe et tout, suite aux poussières que tu inhales tout le temps et tout.
Alors, quand nous avons gagné, on nous a demandé, ça c'était dans l'approche communauté championne, tu ne peux pas bénéficier de l'enveloppe. L'enveloppe doit profiter à la communauté. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ta communauté? Alors j'ai demandé, je n'habite pas sur cette avenue, mais j'avais un bureau là. Et quand je suis venue, la route était... Il y avait un problème d'accès. Non, mais la route était déjà... On ne pouvait pas passer sur la route. Et j'avais dit à ces gens-là, je vais arranger cette route. Je n'avais pas le moyen, ça demandait plus de 25 000 $. Alors ils pensaient que j'étais une folle, que je racontais ma vie. J'ai dit non, nous allons, parce que je suis motivée, j'ai de bonnes intentions. Et je crois que pour cela, il y aura le moyen, et nous allons bénéficier d'un financement. Et quand j'ai appris cette histoire, comme j'étais leur partenaire de mise en œuvre aussi, je me suis lancée à fond avec mon équipe parce qu'on devrait gagner et réaliser cette promesse-là. Et c'est comme ça qu'on a réalisé. Il y avait les engins qui étaient venus. C'était vraiment de grands travaux. On a réhabilité la route. On m'a même demandé de changer le nom de l'avenue, qu'on puisse l'appeler Mamie, j'ai dit non. On a arrangé pour la communauté. Si tout le monde qui doit apporter quelque chose dans la société, on doit l'honorer en changeant, en mettant son nom, ça servirait à quoi? Non, le bénéfice, nous l'aurons autrement. Moi, je me dis par mes enfants, autrement, je vais en bénéficier. Même la joie, c'est pas, tu n'es pas, comment, récompensé directement par une enveloppe. Ce mot par la joie de voir que tu as contribué au bien-être de gens d'une certaine communauté, c'est ça aussi la récompense. Et c'est comme ça que nous avons travaillé et nous avons remporté et la route a été réhabilitée. Et pas que ça d'ailleurs, vous avez eu organisé plusieurs activités sur terrain. D'ailleurs aujourd'hui, l'on vous appelle l'espoir de Mongafula puisque vous avez également eu à marquer le cœur des habitants de cette partie de Kinshasa en organisant un grand tournoi de football. Pouvez-vous nous en parler? Là, j'étais encore à l'UNC. Les jeunes gens m'ont demandé que maman, mamie, il y a beaucoup de gens qui organisent des tournois. Tu ne peux pas le faire. J'ai dit pourquoi pas? Ça demande quoi? Alors on m'a expliqué, je me suis impliquée et on l'a fait pendant 2 mois. 2 mois durant, jour pour jour, il y avait le match qui s'est joué et le terrain était pratiquement plein. J'étais émerveillée, mais je n'étais pas étonnée. Parce que je crois en moi, je crois en ce que j'ai fait. Je l'ai fait de bonne foi et je crois que ça ne peut que réussir. Peu importe ce que les gens peuvent raconter, croyant que je cherche de l'honneur, mais au moins je sais que ce n'est pas le cas. Alors quand je m'engage en quelque chose, je crois, je sais, je m'attends à la réussite, au succès. C'était un succès. Il y avait 2 mois durant, jour pour jour, le tournoi, les jeunes venaient, on a organisé, on a donné le prix. C'était une belle expérience que nous avons passée avec la jeunesse de Mongafula et Dieu permettant, voulant, bénissant, nous allons encore faire d'autres activités. Et ce sera une très bonne chose. Vraiment. Don't Cry, Congo Fort, femmes messagères pour la paix, jeunes et femmes pour le Congo, autant de structures que vous avez mis en place justement pour défendre la cause de la femme congolaise. Dites-nous, pourquoi est-il important de soutenir les mouvements des femmes? C'est important parce que nous voulons que la femme soit impliquée dans les développements sociaux et économiques. Nous voyons aujourd'hui comment, par la femme, l'homme arrive à nourrir sa famille et à scolariser les enfants. Nous connaissons tous l'enveloppe salariale de nos fonctionnaires. Ce que nous gagnons ne permet pas que nous puissions nouer le 2 bouts du mois qu'avec le salaire de nos maris, de nos époux, de nos frères. Alors nous voyons comment la femme s'est lancée dans les petites et moyennes entreprises, dans la recherche, dans le vente de première nécessité. Alors cette femme-là s'est impliquée. Nous disons, pourquoi ne pas outiller cette femme avec par de formation, même de financement, pour qu'elle puisse bien travailler et qu'elle soit vraiment rentable dans l'intérêt de la famille. Et la famille qui est l'avenir de demain du pays doit avoir... comment je peux le dire, on doit mettre le nécessaire autour de la famille pour que nous ayons de bons dirigeants, de bonnes épouses, de bons époux, parce que quand les enfants sont affamés, les parents n'arrivent pas à apporter quelque chose dans la maison. Déjà, moralement, ces enfants-là ne sont pas comme les autres. Ils se sentent un peu délaissés, comme si Dieu ne voulait pas d'eux. Ce sont des enfants qui facilement deviennent de chégués, des petits voleurs, des petits menteurs, des petits, ceux qui mettent de troubles dans nos milieux de vie. Et cela n'est pas non plus bon pour le voisin.
quand le voisin, tu veux vivre en paix, il faut contribuer à ce que l'autre voisin aussi soit dans les conditions et tu peux espérer la paix que tu recherches. Alors pour cela, on doit apporter de l'aide à ces femmes-là qui se réveillent tôt le matin, qui partent dans le boulangerie, payer le pain, revendre, parce que c'est dans l'intérêt de la communauté. Si tous les enfants sont bien éduqués, il y aura moins de problèmes, il n'y aura pas de terroristes, il n'y aura pas de violeurs, il n'y aura pas de hommes qui battent leurs femmes. Donc tout cela, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Aider cette pauvre femme qui se recherche pour la survie de sa famille, c'est t'aider toi-même aussi, parce que tu vivras dans un environnement de paix. Après autant d'actions menées sur terrain, vous, Mamie Kankou, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Après avoir mené autant d'activités sur terrain dans le mouvement associatif, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Le plus marqué, je vais encore le répéter, c'est cet enfant que nous avons pu sauver. Alors qu'ici, tous les docteurs disaient que l'enfant ne pourrait pas vivre au-delà d'une année. L'enfant avait moins d'une année, mais aujourd'hui il a 10 ans. Donc quand tu veux, tu peux et tu y arriveras. Il ne faudrait pas que l'obstacle puisse réduire à néant nos objectifs, non. L'homme se mesure devant les obstacles. Quand tu sens qu'il y a tout le déchet plastique qui trimballe dans nos milieux de vie et tout, si tu t'engages, aujourd'hui moi j'ai suivi cette formation-là, pourquoi? Parce que je me suis dit, comment lutter contre cette insalubrité, surtout ces déchets plastiques. J'ai mis la main dans la pâte, ce n'était pas une formation facile. Ils pensaient que j'allais... devant les obstacles, reculer, n'est plus. J'ai dit non, je vais toucher le sachet sale, le plastique sale, pour comprendre qu'est-ce qu'il faudra en faire. C'est une création d'emploi aussi, vous voyez. Donc, ce qui m'a marqué, c'est la vie de cet enfant-là. Et chemin faisant, dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs personnes qui aujourd'hui sont vraiment de bénédictions pour moi. Ce sont des gens qui m'ont apporté plus de choses, plus de joie et de soutien. J'ai été candidate en 2011, même 2019. Oui. J'ai échoué, oui. Mais ce sont ces gens-là que j'ai rencontrés sur mon parcours qui viennent me dire non, Mamie France, tu es une femme forte. Tu vois, ce sont des choses que j'ai gagnées dans mon parcours. Femme forte, en tout cas, vous l'êtes, et pleine de convictions, militante associative, on l'a dit, activiste des droits des femmes, mais aussi femme politique, ayant fait ses premiers pas dans l'UNC, le parti politique de Vital Kamerhe. Pouvez-vous nous en parler? Bon, quand j'étais dans le mouvement associatif, je ne voulais pas faire la politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais j'ai rencontré l'honorable l'excellence Bitakwira, qui était mon voisin d'en face. Alors, à ce moment-là, le président Vital venait de démissionner de l'Assemblée nationale. Quand je le suivais à la télé, j'étais convaincue par son discours, de tout ce qu'il racontait. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas l'aider? C'était vraiment dans l'intention d'apporter quelque chose pour qu'il puisse arriver à atteindre ses objectifs politiquement, parce que c'est la politique qui gère la cité. Et comme nous, les gens de mouvement associatif, nous gérons aussi la cité, parce que nous connaissons le vrai besoin de communauté, mieux même que le politique. Et c'est comme ça que je me suis dit, je pourrais être un apport à ses côtés. Et Bitakwira m'a amené auprès de Vital Kamerhe, j'ai fait mon adhésion, et quelques mois après, j'étais... on ne peut pas élire, mais j'avais quand même l'approbation de plusieurs femmes du parti. Elle devenait la présidente de femmes et le président Vital avait accepté. J'ai été nommée présidente nationale de femmes à l'UNC. C'est là que j'ai appris c'est quoi la politique. J'ai compris que le monde politique est tel qu'il est. Il faut savoir comment s'y faire, ne pas accepter que les déceptions, subir la volonté des hommes dans ces contextes dominés par les hommes, et les hommes politiques, ce sont de grands égoïstes. Alors, j'ai beaucoup appris à l'UNC. J'ai dit merci à tous ceux-là qui ont apporté quelque chose à l'UNC, entre autres lui-même le président Vital, et tous les autres que j'ai rencontrés là-bas. Et aujourd'hui, je suis aussi très fière d'être au sein du FCC, là où nous travaillons avec Maître Némi Wilania, avec de gens, de grands professeurs comme Adolphe Loumanou, le SP du PPRD, M. Emmanuel Ramazan Chadar, qui fut notre candidat. Tout ce monde que j'ai rencontré, j'ai reçu encore un plus. J'ai compris que c'est deux fois, vous les gens de médias, vous induisez les gens en erreur. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à critiquer le pouvoir,
Ils pensent que tout ce qui est sombre est pour ceux-là qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est en train de les subir et de les vivre. L'UDPS était champion dans les critiques. Ils sont au pouvoir et ils ne supportent pas les critiques. Tout ça, c'est pour dire quoi? Quand tu es dans l'opposition, ne pense pas que celui qui est au pouvoir n'aime pas le pays. Peut-être que lui qui est au pouvoir, qui tient le règne, qui a le commande, se soucie même plus de toi, de l'opposition, qu'il cherche qu'à conquérir le pouvoir. Lui, aux affaires, il doit améliorer les conditions de vie. Alors, quand j'ai connu toutes ces choses-là, je me dis, il ne faut pas critiquer. Ceux qui sont à l'opposition, soyez dans l'opposition républicaine et constructive. Contribuez à ce que celui qui est au pouvoir réussisse. S'il fait quelque chose de bien, applaudissez. S'il fait quelque chose de mal, condamner, mais apportant de solutions aussi. Et c'est comme ça vraiment que j'avais suivi Vital. Parce que je suivais, il proposait plus de pistes de solutions. Mais c'est vrai qu'à un moment, tellement que tu veux à tout moment conquérir le pouvoir, tu oublies même tes propres valeurs et tu tombes complètement dans le critique. Non, les critiques doivent être objectives et constructives. Arrêtons d'insulter ceux-là qui nous conduisent. Ce n'est pas une tâche facile. Le Congo n'est pas un petit pays. C'est un grand pays avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de combats. Notre richesse devient un combat, devient comme malchance pour Nabisomoko. Il y a beaucoup de choses que le peuple ignore, mais je demande au peuple congolais d'accompagner ceux qui sont au pouvoir. De ne pas vouloir que le FCC, le cash, puisse se séparer. Qui va en profiter? Qui profitera de cela? Non. Il y a une coalition aujourd'hui, FCC et Cash, accompagnons ceux-là à réussir leur mandat. Ça sera pour le bien-être de tout un chacun. 5 ans après avoir été à l'UNC, vous démissionnez et dans votre lettre, vous avez été clair en disant que vous n'avez plus de conviction. Est-ce qu'il y a eu des répercussions suite à ce départ? En tout cas, il y avait des répercussions juste après ma démission. C'était les insultes, mais qui sont passées. Mais aujourd'hui, il y a comme la dame Lydie Omanga, on se rencontre dans les restaurants. Il y a de nouveau cette ambiance familiale. Mais quand j'ai quitté, vous ne pouvez pas vous saluer. C'était, oui, je vous dis, c'est comme si j'étais... Il y a une froideur qui s'est automatiquement installée. Grave. Donc, le gens ne pouvait pas vous supporter avec des insultes pour qu'elle a quitté sûrement. Elle a été corrompue, elle a reçu une enveloppe. Mais devant ici, sur ton plateau, je te dirais que je n'ai reçu aucune enveloppe pour quitter l'UNC. C'était vraiment par simple conviction. Tu vois, j'ai appris la politique au sein de l'UNC. Alors, il y a des choses que tu croyais que ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là. Mais aujourd'hui, dans la politique, j'ai grandi, j'ai de l'expérience. Tu t'es dit que apporte quelque chose, n'attends pas toujours quelque chose. Et là, tu pourrais demeurer longtemps là où tu es, apporter des solutions, des analyses, de réflexions, toujours dans l'intérêt de la nation. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vous-même dit, vous faites partie du FCC. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce changement? Dans ces changements, j'ai découvert, c'est une grande joie, que ceux qui étaient à la majorité passée, ce n'étaient pas les ennemis contre le pays. Ils luttaient contre beaucoup de choses. Et quand je me suis mise à échanger avec eux, j'ai reçu encore plus de connaissances à comprendre c'est quoi la politique et comment défendre ton pays. Il y a comme, je dirais, M. Néhémie Mouilane, qui m'a amené à être prête même à donner ma vie pour le pays. Vous vous imaginez? Alors que quand j'étais à l'opposition, ce n'était pas le cas, c'était le combat pour la conquête du pouvoir. Mais quand j'ai commencé à échanger avec eux, tu vois, la personne t'amène à une autre dimension, à une dimension de penser que le Congo, réfléchir que pour le Congo. C'est ce que les gens ignorent. Aujourd'hui, quand vous lisez, j'ai lu un tweet de M. Didier Chimanga, disons qu'il comprenait comment tout ce qui s'est raconté autour de Joseph Kabila n'était pas forcément vrai, parce qu'on a dit qu'il avait payé une jeep de plus de 100 000, ce qui était faux pour lui. Donc, il a compris cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont quitté l'opposition, lorsqu'ils sont venus vers Joseph Kabila, échangent de langage. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont été corrompus par une enveloppe quelconque. C'est parce qu'ils ont découvert autre chose. Ils sont en face de Congolais comme eux, nationalistes patriotes, qui recherchent le bien-être du pays. Ça, c'est une chose que j'ai découverte, que j'ai aimée et que sans honte, je le partage et je le dis tout haut. Peut-être une dernière question, avant de mettre un terme à l'entretien de ce soir. Avec autant d'expérience en politique, qu'est-ce qui implique le fait d'être une femme politique en RDC?
c'est nous sommes encore les pionnières jusque-là. Oui. Même si je ne sais pas si je suis la 10e, 12e génération, mais parce qu'il n'y a pas encore un engouement de femmes. Voilà. Être femme politique aujourd'hui implique que tu deviens un exemple pour les autres. Alors nous voulons vraiment être de vrais exemples pour les autres. Que ces jeunes filles-là qui sont ambitieuses, qui veulent faire de la politique, qu'elles ne craignent rien, qu'elles nous approchent. Moi, j'ai approché le grand dame, j'ai approché F. Bazaïba. C'est F. Bazaïba, elle peut l'oublier. Je l'ai rencontré dans une manifestation à l'ambassade britannique. J'étais partie au nom de mon ONG, j'étais invitée. Alors, je lui ai dit, je suis déjà à l'UNC. Elle m'a dit, Mamie, les jours que tu auras un poste de décision à l'UNC, cherche-moi. C'est elle qui m'a motivée à avoir un poste. Elle m'a dit, tu ne peux pas être seulement au bureau du président Vital, qu'on puisse t'utiliser dans les mobilisations, tu dois avoir un poste. J'étais allée vers F. Bazaïba, je lui ai dit, explique-moi comment je dois m'y prendre. De ces jeunes dames-là, ces jeunes filles qui viennent après, qu'elles viennent toujours parce que nous avons acquis une expérience, quelque chose d'autre connaissance, et nous avons palpé du doigt la réalité du milieu politique, qu'elles viennent toujours s'inspirer. En tout cas, personnellement, je suis ouverte, nous allons échanger. Et vraiment, et nous-mêmes, ceux-là qui sont avant moi, qui sont aussi de ma génération, nous devons nous disponibiliser à aider ces jeunes filles-là. Elles feront moins d'erreurs, moins de gaffes, et ça sera pour l'amélioration sur l'implication de la femme dans le milieu politique. Merci beaucoup à vous, Mamie Kankou, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir. Et espérons que ce n'est pas la dernière fois. En tout cas, c'est la première, mais pas la dernière. Merci beaucoup. Merci. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce soir, retrouver la rubrique Clin d'œil. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. La première conférence internationale pour l'éducation des filles et la formation des femmes s'est tenue à N'Djamena au Tchad le 18 et 19 juin 2019 dernier. Orchestrée par l'Organisation internationale de la francophonie, la dite conférence a accueilli experts, politiques et décideurs pour plancher sur les solutions à mettre en œuvre pour lever les obstacles à l'égalité des filles et des garçons devant l'école. Aujourd'hui, 262 millions d'enfants et adolescents ne vont pas à l'école dans le monde. La moitié des enfants non scolarisés à l'échelle mondiale sont des filles et 32 millions de celles qui devraient suivre le premier cycle de l'enseignement secondaire ne sont en réalité pas scolarisées. 62 millions de filles entre 6 et 14 ans sont privées d'éducation. À l'échelle mondiale, 9 filles sur 10 terminent leurs études primaires, mais seulement 3 sur 4 terminent leurs études secondaires. Les Saoudiennes ont le droit de conduire une voiture depuis un an. Cette réforme est l'un des symboles les plus visibles des changements sociaux en cours dans un pays qui cherche à se moderniser sous la houlette du prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais derrière ce symbole, les inégalités entre hommes et femmes perdurent. À peine voilées, il en coûte en moyenne 10 fois plus cher aux femmes de passer leur permis de conduire, ces dernières restant par ailleurs sous la tutelle juridique des hommes. Alors qu'elle purge déjà une peine de 5 ans de prison, le 11 mars 2019 dernier, l'avocate et militante féministe iranienne Nasrin Sotoudeh écope de 33 ans supplémentaires et 148 coups de fouet pour son combat de défense des droits des femmes en Iran et de protestation contre les lois sur le port obligatoire du hijab. Sur les réseaux sociaux, les internautes expriment leur colère via le mot dièse Free Nasrin en Iran, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Depuis l'annonce de cette condamnation, la pétition lancée par Amnesty International a recueilli 1 500 000 signatures à travers le monde pour exiger sa libération. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Retrouvez Parole des femmes sur Digital Congo FM Radio sur 106.5 tous les mardis à 20h30, heure de Kinshasa. À très bientôt.